Chers frères, chers camarades, Alassane Ouattara veut tuer le président Gbagbo. Bonjour à toutes et à tous. Encore une bienvenue sur notre chaîne. Le soldat de Gbagbo, l'un des voix panafricains ivoiriens, affirme de vive voix que le président Alassane Ouattara veut tuer Laurent Gbagbo. Laissons-le nous l'expliquer et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos avis suite à ces propos et arguments. Bon visionnage à vous. Vous savez, chers frères, aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a plus de moyens de pression sur le président Gbagbo. Alassane Ouattara est à bout de souffle. Alassane Ouattara n'a plus de stratégie. Voici pourquoi, à travers son porte-parole Jeune Afrique, Alassane Ouattara informe les Ivoiriens que ouais, il y a un dialogue entre lui et le président Gbagbo. Ce qui est archi faux. Il n'y a pas de dialogue entre le président Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. Parce que nous avons contacté notre président. Notre président nous a confirmé qu'il n'y a pas de dialogue entre lui et Alassane Ouattara. Le président Gbagbo nous a informé que Alassane Ouattara l'a appelé, vu que c'est un ancien chef de l'État. Chaque fête d'indépendance, à la cérémonie, normalement, le président Gbagbo il doit être présent. Donc, c'est dans ce cadre-là que Alassane Ouattara, chaque année, invite le président Gbagbo Laurent à participer à l'événement. Mais, connaissant Alassane Ouattara qui cherche un moyen pour violer le président Gbagbo est canqué dans la tête. Il connaît tout, donc il sait tout. Alors, il sait que si se rend dans un tel événement, on sait ce qui va se passer. C'est pas à lui de le dire, mais nous on le dit. On sait que si le président Gbagbo se rend là-bas, ils vont le violer. Et nous, ces militants, n'allons jamais accepter que le président Gbagbo participe à un tel événement. Alors, lorsque Alassane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, il appelle le président Gbagbo, il demande à notre président de venir participer à sa cérémonie, à sa mise en scène des cérémonies de fête d'indépendance. Et le président Gbagbo lui a carrément dit non, qu'il ne peut pas participer. Donc, comme il y a une pression en ce moment sur Alassane Ouattara, qui a commencé des stratégies d'intimidation, dans un premier temps, aller arrêter les cadres et militants du PPACI. Et comme vous le savez, le soldat de Gbagbo toujours au garde à vous, prêt à réagir, prêt à bondir, prêt à dégainer, prêt à tirer. Alors le soldat de Gbagbo, lorsqu'il voit la vidéo de Josué, comprend tout de suite que c'était une mise en scène et que le frère est en train de lire un document et sonne la lettre. C'est gâté. Le plan d'Alassane Ouattara échoua. Alors, il fallait entamer un deuxième plan. Le deuxième plan, c'était d'annoncer que le président Gbagbo était en train de dialoguer avec Alassane Ouattara. Comme ça, les Ivoiriens qui sont remontés en ce moment vont se poser la question, mais nous sommes remontés, nous sommes prêts à en découdre avec Alassane Ouattara. Comment cela se fait-il que le président Gbagbo Laurent, en ce moment, est en dialogue avec Alassane Ouattara et il ne nous le dit pas? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il fait cette annonce-là, automatiquement, elle est déconstruite par les soldats de Gbagbo, chers frères. On a vu des gens qui sont sortis automatiquement pour casser le mensonge de Jeune Afrique. Et je salue nos camarades Stibico et bien d'autres qui ont fait des sorties pour casser le mensonge de Jeune Afrique. Alors, chers frères, lorsque Alassane Ouattara voit ça venir, le mensonge de Jeune Afrique détruit, il passe à l'acte et prend en otage les cadres du PPACI, tels que Damana Adia Picasso, Kwa Justin, Blaise Lasma, Daï Nestor et bien d'autres camarades qui ont été pris en otage depuis hier et heureusement qui ont été libérés ce matin à 5 h du matin. Chers frères, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Alassane Ouattara n'a plus d'option. Il est coincé. Il a bout de souffle. Il n'a plus de solution. Et
Il ne cesse de commettre des erreurs. En ce moment, il persécute l'opposition sans raison. Ça prouve qu'il n'a plus de solution. Il est à bout de souffle. Alassane Ouattara ne fait que commettre des erreurs. Pourquoi je dis que les Ivoiriens doivent dire merci à notre maman Nadi Gbagbo, la gardienne du temple? Qu'est-ce qui se passe, je frère? Il se passe que depuis quelques années, les gens ne font que dire que notre maman a pris en otage le président Gbagbo. Chers frères, et c'est ceux qui ne comprennent pas qui parlent d'otage. Mais moi j'appelle ça protection. Gardienne du temple. Oui. Pourquoi je parle de gardienne du temple? Chers frères, le président Gbagbo Laurent, lorsqu'il est au pouvoir, il y a des gens qui l'ont nourri. Il y a des gens avec qui il mangeait dans la même assiette. Il les a nourris. Il les a blanchis. Il a mis ces personnes-là dans un confort que ces personnes ne pouvaient pas avoir dans leur vie, en étant peut-être des simples sergents ou des simples soldats de rang ou des citoyens lambda. Mais le président Gbagbo, pour l'amour de sa patrie, pour l'amour de son peuple, a choisi des personnes qui disaient mener la même lutte que lui. Il les a mis dans le confort pour que ces personnes-là puissent mieux mener la lutte. Qu'est-ce qui s'est passé? À la première heure, ces personnes ont trahi le président Gbagbo Laurent. Dans l'armée, ceux avec qui ils mangeaient sur la même table, dans la même assiette, ils ont trahi le président. Ceux avec qui ils prenaient des décisions, ont trahi le président Gbagbo Laurent. Ils ont tous trahi le président Gbagbo Laurent, mais ça n'a pas suffi. Certains ont même suivi le président Gbagbo Laurent à la CPI pour aller continuer leur traîtrise, pour aller appuyer dessus, pour faire condamner le président Gbagbo Laurent, pour ne plus que le président Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ainsi que Dieu toucha le cœur de maman Nadi Gbagbo et chuchota à son oreille. Elle a compris. Aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent est la clé. Il est la clé de la libération de la Côte d'Ivoire. Dieu ne pouvait pas confier le président Gbagbo à n'importe qui, à n'importe quelle personne. Il a confié le président Gbagbo Laurent à notre maman Nadi Bamba. Et Dieu a regardé parmi les soldats du président Gbagbo des gens proches aujourd'hui, dans l'entourage du président, des gens de confiance, des gens sincères, des gens loyaux. Je peux en citer beaucoup, mais pour ne pas créer des frustrations, je ne vais pas donner de nom, sinon ils sont nombreux. Et parmi ces personnes-là, il y avait des brebis égarées qui, eux, étaient toujours en mission. Je peux prendre des exemples comme des gens qui ont trahi le président Gbagbo, qui ont voulu tuer son FPI. Le président Gbagbo est resté debout. Et lorsque il prend le pouvoir, il appelle encore ces personnes-là. Venez. Vous êtes des enfants de la Côte d'Ivoire. Venez. Gbagbo a bon cœur. Ces personnes sont restées. Et le président Gbagbo a été frappé encore par le diable Alassane Ouattara. Lorsque le président Gbagbo trébuche, parce que le président Gbagbo n'est pas encore tombé, il a trébuché. Ces personnes-là sont allées travailler avec Alpha Condé. Alpha Condé qui avait envoyé des hommes, des militaires, des mercenaires pour venir faire tomber le président Gbagbo. Participer à cette guerre-là pour faire tomber le président Gbagbo. Dans cette quête-là, puisque le président Gbagbo est toujours debout, ils ont réussi à faire trébucher le président Gbagbo, mais le président Gbagbo est toujours resté debout. Oui.
Alors, ces personnes-là, aujourd'hui, continuent dans être tises. Et autour de ces personnes-là, il y a encore d'autres qui l'entraînent avec eux. Mais la majorité aujourd'hui est auprès du président Gbagbo Laurent. Et je vais vous donner un conseil, chers frères. Le président Gbagbo là, ce ne sont pas des cadres qui le maintiennent debout. C'est le peuple. Si le président Gbagbo a dit payer ses gâtés, Dramane tombe à la minute sûre. C'est pour cela qu'il cherche à violer le président Gbagbo Laurent. C'est pour cela que Alassane Dramane Ouattara a invité le président Gbagbo à venir participer à cette cérémonie-là. Mais on sait tous que l'invitation d'Alassane Ouattara là, c'est pour violer le président Gbagbo. Et le président Gbagbo a dit non. Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Et le président Gbagbo est prêt à faire tout pour empêcher Alassane Ouattara de faire un 4e mandat. Chers frères, donc aujourd'hui, restez serein. Sachez que Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Et c'est pour cela que Ouattara fait, il veut tout faire pour violer le président. Chers frères, Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. On va suivre, ça va démontrer encore plus. Parce que chaque jour on démontre, mais on va démontrer encore plus. Ça, c'est la fiche de campagne en 2016 pour la Constitution, pour le vote. Ça a été marqué clairement. Une question a été posée au peuple de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Le peuple a répondu oui, parce que la réponse qui a été donnée, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Connaissant ça, le peuple a dit oui. Tout d'abord, avez-vous reçu l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara? Merci madame de m'avoir invité pour échanger sur ce thème-là. Bien, très froidement, très déçu. On s'y attendait d'une certaine manière, mais on espérait quand même que le président Alassane Ouattara aurait pris de la hauteur, de la dimension, pour ne pas y aller comme il avait promis au peuple de Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne en soi, vous l'avez dit, hein, vous y attendez, on est là un peu à un remake, on va dire, de 2020. Mais pourquoi l'opposition, justement, qualifie-t-il cette candidature d'inconstitutionnelle et bien même d'illégale, alors que la vision, justement, la révision constitutionnelle de 2016 le lui permet? Pourquoi ajuster ce mot-là? Non, la constitution de 2016 ne lui permet pas, justement. La constitution de 2016, à son article 183, qui a été reprise par rapport à l'article 133 de l'ancienne constitution, confirme que c'est bien 2 mandats. Donc en 2016, une campagne a été menée sur cette constitution pour dire que dans tous les cas, le président Alassane Ouattara ne pourrait pas se représenter. Le peuple a voté en fonction de ça. Les dirigeants du pays ont bien confirmé que la nouvelle constitution ne permettrait pas de faire un 3e mandat. C'était clair. Mais pourquoi, selon vous, alors, s'est-il représenté? Est-ce que, justement, dire que c'est illégal et que c'est inconstitutionnel, ça vous permet un peu d'esquiver en soi votre victoire dans les urnes? Non, pas du tout. Je vais vous dire, tout simplement, ce qui s'est passé en 2016. Regardez ceci. Ça, c'est la fiche de campagne en 2016 pour la Constitution, pour le vote. Ça a été marqué clairement. Une question a été posée au peuple de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Le peuple a répondu oui, parce que la réponse qui a été donnée, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Connaissant ça, le peuple a dit oui. Maintenant, après, en 2020, il nous a expliqué que son candidat, le Premier ministre Gon Coulibaly, étant décédé, cas de force majeure, et il n'a personne d'autre, il y va. C'était un braquage. Et ce braquage-là, est-ce que vous en avez peur? Est-ce que justement le président Alassane Ouattara vous fait peur aux élections qui vont suivre? Non. C'est un adversaire de taille? Non, le président Alassane Ouattara ne fait pas peur. C'est les dispositions, justement, c'est parce qu'il sait que la majorité ne se trouve pas de son côté, qu'il utilise ses artifices pour écarter les candidats les plus sérieux qui pourraient le battre, notamment le président Tidjane Thiam. Donc il ne fait pas peur. Simplement, il a les outils, il a les leviers de l'État qu'il utilise pour passer en force.
Mais M. Badi, justement, quand on connaît le climat actuel de la Côte d'Ivoire, vous ne craignez pas qu'il y ait de nouveaux troubles, justement, ou des dérives autoritaires? Les dérives autoritaires sont déjà là. On craint des troubles, justement. Et c'est le président Alassane Ouattara qui en sera le seul responsable, puisque celui qui est normalement le garant de la paix, de la stabilité du pays, et le garant de l'application, la bonne application des règles démocratiques dans notre pays. C'est pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire lui a confié les rênes du pays en les 10 ans qu'il a passé, 5 années de bonus en plus. Nous pensions qu'il était temps pour lui de faire en sorte qu'il y ait en Côte d'Ivoire une élection inclusive, démocratique et apaisée. Mais ce climat, justement, est-ce que en refutant la liste justement de Tidiane Thiam, en agissant, en manifestant dans les rues pour justement mettre en avant cette candidature-là qui a été notamment radiée, ça n'alimente pas ce climat en soi de tension quand même? Non, les marches, c'est un levier démocratique dans une bonne république de droit. C'est de marcher. Marcher n'est pas une violation, c'est un droit face malgré qu'en soi, la CEI a rejeté, a radié justement Tidiane Thiam. Mais justement, c'est parce que la CEI a rejeté à tort la candidature du président Tidiane Thiam que le PDCI, qui est un parti de dialogue et de paix toujours, et finalement, Domu était obligé de sortir pour montrer que nous ne sommes pas d'accord sur ces dispositions et qu'il faut mettre le président Tidiane Thiam sur la liste électorale. Et quelles seraient justement les conséquences en cas de victoire d'Alassane Ouattara, car le président justifie quand même sa candidature, notamment par son expérience, surtout sur les défis sécuritaires et économiques notamment? Le fait de parler des défis sécuritaires, l'argument tient le coup, mais dire que la sécurité, la stabilité de la Côte d'Ivoire repose sur un homme de 83 ans qui va avoir 84 ans en janvier. En janvier, non. L'âge n'est pas gage de l'expérience. En Afrique, on dit souvent l'âge est gage de sagesse. Mais est-ce qu'on est dans la sagesse actuellement avec la décision qu'ils viennent de prendre? Donc, non, pas du tout. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans et qui sont expérimentés, qui sont suffisamment aguerris pour assurer de telles fonctions et de garantir la paix et la stabilité de notre pays. Non, résumer la stabilité et la paix de notre pays en la personne du président Alassane Ouattara, c'est réduire la Côte d'Ivoire à une seule personne et c'est dangereux. Le président Alassane Ouattara a fait de bonnes choses. Il a agi. Le temps que le peuple lui a donné pour agir est passé. Et il faut qu'il accepte de passer la main. C'est ce qu'on lui demande. Il aurait mieux fait, madame. Alassane Ouattara a subi l'exclusion. Il s'est battu. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Moi, il a utilisé les moyens qu'il pouvait pour affirmer qu'il pouvait être... et il est arrivé aux affaires. On a vu comment il est arrivé aux affaires. Ce n'est pas à lui d'utiliser l'exclusion aujourd'hui pour écarter d'autres Ivoiriens au combat démocratique. Non, il aurait mieux fait, c'était l'occasion de sortir par la grande porte en organisant une élection libre, inclusive et que le meilleur gagne et sortir par la grande porte par l'histoire. Là, il va sortir certainement par la petite porte. Donc ce qui dérange en soi, c'est vraiment au niveau de l'élection, parce qu'en soi, comme vous l'avez dit, son bilan est quand même satisfaisant, on peut dire. Il a quand même multiplié le budget donc, de l'État par 5. Il a justement, le pays reste le premier producteur mondial de cacao. En soi, c'est vraiment le candidat là qui vous fait peur? Bah non, pas du tout. Premier producteur de cacao, c'est depuis le président Houphouët-Boigny. Hein. C'est pas à l'arrivée d'Alassane Ouattara que c'est là. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays solide économiquement, solide qui est assis sur des bases. Et ces bases-là ont été créées par le PDCI-RDA, par le président Houphouët-Boigny, ensuite Henri Konan Bédié. Donc tous les chefs d'État qui sont passés savent très bien que la Côte d'Ivoire est solide. Oui, pas... Multiplier le budget de l'État par 5, c'est... Ah oui, avec 345 milliards de budget de souveraineté, c'est-à-dire un peu plus d'1 milliard pour lui chaque jour, c'est pas ça l'efficacité. Non.
c'est vrai, économiquement, on peut penser cela, mais la Côte d'Ivoire, je dirais, la Côte d'Ivoire est un géant politique, un géant économique, mais un géant avec des pieds d'argile sur le plan démocratique, de la démocratie. Et c'est ce que nous regrettons. On ne dit pas qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé, n'a pas fait de bonnes choses. Mais il est en train de construire, là, en Côte d'Ivoire, une république bananière, où tous les 2 ans, à la fin du 2e mandat constitutionnel, on crée une république factice et on remet le compte à zéro. À partir de là, la force économique de la Côte d'Ivoire n'est pas pérenne. Donc vous ne trouvez pas que ce serait une bonne idée de faire donc une alliance avec Ouattara en cas de victoire, par exemple? Non, je ne pourrais pas décider de ce que fera la haute direction du parti, mais je ne crois pas à la victoire de Alassane Ouattara, je crois plutôt à la victoire du président Tidjane Thiam et du PDCI-RDA, parce que je suis convaincu qu'au final, on arrivera à ça. Mais comment vous y arriverez? Parce que quand même, on est à 3 mois des élections et on a l'impression qu'aucune stratégie n'a été mise en place. En fait. Ah si. Qu'est-ce que... Il y a des stratégies, c'est-à-dire que la première chose, étape par étape, nous avons, après le rejet par des artifices juridiques et sans recours en Côte d'Ivoire. Donc tout a été fait pour qu'il ne puisse pas revenir dans le jeu. Le président a décidé de saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU à l'effet de garantir, de faire garantir ses droits politiques en Côte d'Ivoire. Et une décision vient d'être prise. Heureux de cette décision. Donc nous attendons que l'État de Côte d'Ivoire qui a signé ces accords, ces traités, puisse faire droit et garantir les droits politiques et civiques du président Tidjane Thiam. Et je pense que ça va être fait. D'ailleurs, si vous le voulez bien, revenons justement sur la décision du comité, donc, en tout cas l'invitation, si je puis dire, du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui invite donc la Côte d'Ivoire à prendre, je cite, toutes les mesures nécessaires pour garantir que Tidjane Thiam puisse exercer donc ses droits politiques. Mais on a l'impression qu'il y a eu une sorte de malformulation, une sorte de quiproquo, justement interprété par l'avocat de Tidjane Thiam et justement ses partisans qui devraient justement conduire à une réintégration immédiate donc du président, mais de l'autre côté, l'État ivoirien insiste justement que le fait que la comité n'a pas accordé les mesures provisoires pour demander par Tidjane Thiam. Donc on a l'impression qu'on est un peu dans le flou. D'un côté, l'avocat de Tidjane Thiam qui dit que justement ils vont garantir les droits, et d'un autre, l'État ivoirien qui dit non, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Je vais vous mettre à l'aise, madame. Ce que nous assistons, partons dès le départ, l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions aux artifices juridiques pour éliminer le président Tidjane Thiam. Sans recours, il saisit donc le comité des droits de l'homme de l'ONU. Et ce comité lui demande d'apporter davantage d'éléments. Il le fait. Le même comité interroge l'État de Côte d'Ivoire, qui s'explique. Et aussi au vu de ces données, de ces arguments, que cette décision est prise. C'est une vraie décision. Simplement, le comité demande à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour garantir les droits politiques et civils du président Tidjane Thiam. Ça veut dire quoi? Selon l'alinéa 2 de l'article 25 du pacte international, tout citoyen d'un État a le droit de participer à la vie politique de son pays, c'est-à-dire voter et être voté. Comment vote-t-on, madame, dans un pays? C'est d'être sur la liste électorale dans tous les pays. Donc, cette décision qui a été notifiée à l'État de Côte d'Ivoire par le secrétaire exécutif de l'ONU en personne, par la note en verbale en date du 29 juillet 2025, dit clairement qu'il faut prendre des dispositions pour que le président Tidjane Thiam récupère ses droits. Vous n'avez pas l'impression que quand même la poire a été découpée en deux? Vous n'avez pas trop crié victoire trop vite? Non, pas trop vite. C'est-à-dire que le communiqué du PDCI lu par l'honorable Simon Do, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA et conseiller spécial du président, est très clair. Est très clair là-dessus. C'est une vraie décision. Ce que dit de cette décision, c'est d'abord de faire appliquer les droits, de garantir les droits du président Tidjane Thiam, ça c'est clair. Si les droits ne sont pas garantis, si les droits étaient garantis, le comité n'allait pas enjoindre l'État de Côte d'Ivoire de garantir ses droits. Ça c'est un fait. Deuxièmement, en attendant que le dossier soit
traité dans le fond. Voilà, c'est ce que je dis. Garantissez ses droits, on fixe ses droits, c'est pour qu'il participe, et ensuite on verra. Donc c'est une vraie décision. Tous les artifices à côté, comme on a l'habitude de voir l'État de Côte d'Ivoire qui nous a habitués à aller à gauche et à droite, ne passent pas. L'État de Côte d'Ivoire a signé tous ces traités. Je vous rappelle que il serait dommageable pour le président et pour la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara n'arrive pas dans ça. Parce que lui-même en 2011, et c'est l'ONU, pas la force de l'ONU, qui l'a saisi et qui a pris des résolutions qui ont permis à l'État de France de le faire, de l'amener à l'État, à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc il en a déjà bénéficié, connaît le processus. Donc je pense qu'il va aller dans ce sens. Il ne va pas mettre l'État de Côte d'Ivoire dans une situation inconfortable. C'est une jurisprudence puisque c'est la même décision qui avait été prise en 2018 pour le président Lula au Brésil. Et quelles sont d'ailleurs justement aujourd'hui les solutions pour que Tidjane Thiam donc revienne dans la course, hormis celle-là, si vous en avez toujours une? Bien, le PDCI-RDA est un parti de dialogue et de paix. Et nous appelons, c'est pour ça qu'il y a ce front commun entre tous les acteurs, le PDCI et le PPACI, qui constituent déjà la grande majorité de la population ivoirienne, de demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire droit aux droits de ces deux candidats, pour que devienne la paix dans notre pays, pour qu'une fois la Côte d'Ivoire sorte d'une élection sans mort. Ce n'est pas trop demandé quand on est quand même un petit peu habité par la vie afin de garder, conserver la vie des Ivoiriens, ce serait d'aller dans ce sens, faire le contraire. Donc pour nous, c'est l'application de cette décision qu'on attend, mais après on verra. En soi, le front commun peut être une solution. C'est une solution. En soi, ça veut dire que l'unité des oppositions est la garantie à l'élection présidentielle pour Tidjane Thiam. L'unité de l'opposition est une garantie pour tous les acteurs de l'opposition, le président Tidjane Thiam, le président Laurent Gbagbo et tous ceux qui voudront être candidats, le premier Solo Guillaume. C'est cette garantie qui va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas l'explosion en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons plus. 2010, 2020, ça en fait trop. Avec le même acteur, Alassane Ouattara. Le peuple attend qu'il fasse droit à la paix dont il a besoin. Monsieur Badi, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous croyez encore que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour une véritable alternance donc politique à quelques mois de ces élections-là? Sur la bonne voie, on est un peu inquiet. Compte tenu de la position, vous voyez, depuis quelques jours en Côte d'Ivoire, ça bat une terreur sur les acteurs de l'opposition. C'est pour ça que certains Ivoiriens de la diaspora, dont je vous ai parlé, les cadres ivoiriens de la diaspora, se sont constitués en collectif, le collectif des cadres ivoiriens de la diaspora, pour interpeller, alerter, dénoncer, surtout alerter les décideurs du monde à l'effet de veiller, de prendre des actions préventives pour faire en sorte que le pire n'arrive pas comme en 2010 et en 2020. Et donc, oui, la situation est un peu inquiétante, mais gardons espoir. Gardons espoir que la Côte d'Ivoire n'est pas maudite. Hein. Voyez-vous ce qui vient de se passer avec le Bénin? La Côte d'Ivoire donne une très mauvaise image de l'Afrique. On a un petit peu honte, on est gêné d'être Ivoirien quand on voit cela. En soi, en Cameroun, ça n'a pas trop gêné. Bon, oui, non, mais, comme on parle de la Côte d'Ivoire, mais le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères qui ont deux présidents. En Afrique, on respecte l'âge, donc je vais rester poli, mais tu as deux présidents d'un âge extrêmement avancé. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette action pour vous dire, regardez celui-ci, c'est ce que disait il y a quelques temps, conseil que donnait le président Alassane Ouattara au président Robert Mugabe en 17 novembre 2010. Voici ce qu'il disait. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, mais pas seulement les chefs d'État africains. Et il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge. Et compte tenu de la durée des fonctions,
tout le monde est conscient qu'il doit céder son. Le conseil qu'il donnait hier, il faut qu'il se l'applique. En Côte d'Ivoire, on dit l'adage, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est dommage. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix et démocratique.